La Révolution française affranchit les Juifs de France du joug de la tyrannie. Ils obtiennent en 1791 les droits de citoyens actifs. À Paris, 50 années plus tard, rue des Rosiers, aux terrasses des cafés, ou au prestigieux cercle de la rue Royale, des Juifs nouveaux, conscients de leur dignité, entendent avec angoisse les cris de leurs frères d'outre-frontière, victimes de persécutions. Damas, les Juifs sont accusés de meurtre rituel. Italie, un enfant juif est enlevé à ses parents. Pour contrer cette tyrannie qui sévit dans d'innombrables pays, une nouvelle forme de solidarité est créée, l'Alliance israélite universelle. Écoutons l'appel lancé par ses fondateurs en juin 1860. Si vous croyez que ce serait un honneur pour votre religion, une leçon pour les peuples, un progrès pour l'humanité, un triomphe pour la vérité et pour la raison universelle, de voir se concentrer toutes les forces vives du judaïsme, petits par le nombre, grands par l'amour et la volonté de bien, venez à nous. Nous fondons l'Alliance israélite universelle. Immédiatement, des milliers de militants adhèrent au mouvement. Partout, des comités locaux s'organisent. Les démarches de l'Alliance se succèdent dans tous les pays où règne l'arbitraire. De son siège social parisien, elle multiplie les pressions diplomatiques sur les gouvernements. Par exemple, au Maroc, elle obtient plus de justice pour les Juifs. En Russie, elle encourage l'émigration juive vers les États-Unis. Du Congrès de Berlin en 1878 jusqu'au lendemain de la guerre 14-18, l'Alliance fera jouer toute son influence pour améliorer le sort des Juifs des Balkans. L'action politique est forcément limitée. Bientôt, Narcisse Leven concevra un projet de grande envergure. Créer un vaste réseau scolaire public et gratuit à l'intention des Juifs des pays pauvres. Ce projet prend forme au Maroc. La situation des Juifs y est souvent désastreuse. Le méandre de ces ruelles nous mène au quartier juif, appelé ici le Mellah. On y survit surtout par l'artisanat. Celui-ci tourne le bois. Un autre tisse à longueur de journée. Ici, on fabrique ou rafistole même les vieux chaudrons. On vend au marché le fruit de son labeur. Tous ces hommes n'apprennent à lire que par et pour l'étude de la Torah, selon les méthodes ancestrales d'enseignement utilisées dans les Talmuds et Torah. La vie de famille est au cœur de la vie communautaire. Ces communautés isolées, contraintes à affronter les pires injustices, dans un pays encore moyenâgeux, se méfient instinctivement de tout ce qui est nouveau. À Tétouan, l'ouverture de la première école de l'Alliance en 1862 est accueillie au Mellah par de nombreuses réticences. Mais l'entêtement et la patience des représentants de l'Alliance leur allient finalement le rabbinat et les autorités locales. Cette école vaincra toutes les résistances. Elle préfigure une œuvre scolaire appelée à rayonner dans de nombreux pays. Très vite, l'unique classe de garçons de l'école de Tétouan est submergée d'élèves. L'Alliance bâtit de nouveaux locaux, puis en 1882 lance une initiative révolutionnaire, la scolarisation des jeunes filles. Tétouan a donné le coup d'envoi. Les écoles se multiplient, du Maghreb à la péninsule balkanique et dans les pays du Moyen-Orient. Les maîtres viennent à manquer. Des élèves de l'Alliance sont alors recrutés sur place et envoyés à l'école normale israélite orientale de Paris, où depuis 1867, l'Alliance forme ses cadres. Les années passent. Les écoles prolifèrent dans la plupart des pays du bassin méditerranéen et au-delà. Ces images sont restées, photos souvenirs de maîtres et d'élèves, tout au long d'un siècle. Une réussite capitale de l'Alliance, l'unité de son enseignement crée de nouveaux liens de solidarité entre les quelques 135 communautés juives vivant dans des pays divers. Tâche très difficile, car elle doit s'adapter aux conditions locales tout en préservant son projet unificateur. Sur toutes ces écoles souffle l'esprit du judaïsme et la langue qui le porte, l'hébreu. N'est-ce pas l'un des professeurs de l'Alliance, Eliezer Ben Yehuda,
qui au début du siècle en Palestine fut le précurseur de la renaissance de l'hébreu comme langue vivante et moderne? Il devient urgent de former des maîtres en discipline juive. Aussi, l'Alliance crée-t-elle à Casablanca l'école normale hébraïque. Elle sera inaugurée en 1951 par Jules Brunswick. Il s'agit également pour l'Alliance de fondre dans un même enseignement les valeurs juives et le message humaniste de la pensée française. Fondées par des Français, les écoles vont répandre la culture et la langue française, symbole du libéralisme et de l'esprit démocratique. Même le cours de musique, tel celui-ci, suivi à Bagdad vers 1900, est donné en français. Un autre objectif primordial doit aussi être atteint: faciliter l'intégration des Juifs dans les pays où ils vivent. Les langues nationales tiennent donc une place de choix dans l'enseignement de l'Alliance. Connaissances générales et théoriques, apprentissage des langues, certes, mais les nouvelles conditions de la vie sociale exigent désormais le sens pratique et la maîtrise d'un métier. L'avenir de tous en dépend. Surgissent alors les ateliers de travail et les écoles professionnelles. Des forgerons battent le fer brûlant, des serruriers façonnent le métal. À Rishon LeZion, on enseigne l'art de la tonnellerie. À Bagdad, la menuiserie et la couture. À Jérusalem, la sténo et la dactylo. À Casablanca, les techniques les plus modernes. Et l'agriculture. Dès la création de ces premières écoles, l'Alliance ne cesse de penser au travail de la terre, à la nécessité pour les Juifs de s'accrocher à un sol, de s'enraciner. C'est en Terre Sainte qu'elle frappe un grand coup, 1870. C'est la création par Charles Netter de l'école d'agriculture de Mikvé Israël. Cette école dont l'œuvre est légendaire et sans laquelle, c'est Ben Gurion qui l'a dit, le pays d'Israël n'aurait jamais ressuscité. Cette école pilote va former des générations de paysans juifs. La voici au début du siècle, et telle qu'on peut la voir aujourd'hui. À Marrakech aussi, de nombreux jeunes se familiarisent avec les méthodes modernes d'agriculture. Le droit de tous à l'éducation n'a jamais été absent des préoccupations de l'Alliance. En 1895, des jeunes filles apprennent le métier de couturière. En 1950, au Maroc, des étudiantes préparent leurs examens et leur avenir. C'en est fini de la vie limitée aux valeurs familiales les plus étouffantes. Regardez bien cette fillette. C'est une jeune mariée. Elle a 12 ans. Désormais, l'Alliance lutte avec succès contre le fléau des mariages précoces. Mais à quoi bon l'instruction, l'éveil des intelligences pour des êtres menacés par la maladie, victimes de la misère et de ses séquelles? Dès ses origines, l'Alliance s'attaque aux problèmes. Les soins médicaux, les vaccinations se répandent, des cantines scolaires sont installées. Des classes d'infirmières créées. Au Maroc, le trachome, redoutable conjonctivite, fait ses ravages. L'Alliance ouvre en 1949 une école de trachomateux qui sauvera des milliers d'enfants de la cécité. À Jérusalem, une école de sourds-muets arrachera d'innombrables enfants à leur univers de claustration. Voici en 1980 le nouveau centre muni d'appareillage audiovisuel ultramoderne. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, cette œuvre pionnière a modifié en profondeur la physionomie des communautés juives de très nombreux pays. Et comme en témoignent ces photos, leur isolement séculaire a été brisé, leur accès à la modernité assuré. Pour ne citer qu'un seul chiffre, dans les années 50, le réseau scolaire de l'Alliance comptait plus de 50 000 élèves répartis dans 108 écoles. Cet effort inlassable depuis 120 ans a été reconnu et encouragé par des personnalités, des associations, des gouvernements. Le soutien financier accordé par l'Agence juive, l'American Joint Distribution Committee, la Jewish Colonization Association de Londres, le Canadian Jewish Congress, les American Friends of the Alliance israélite universelle a été décisif.
C'est aussi avec l'appui des gouvernements français, marocains, iraniens, puis plus tard israéliens, que l'Alliance a surmonté tous les obstacles et qu'elle continue de les surmonter aujourd'hui. On ne saurait oublier les épreuves qu'a traversées l'Alliance pendant la Seconde Guerre mondiale. À Paris, en 1940, son siège central est pillé par les occupants allemands, ses responsables contraints à se cacher. Pourtant, en dépit de la difficulté des contacts avec le centre, les comités locaux restent mobilisés et assurent le développement des écoles dans les pays épargnés par le cataclysme. 1945, l'hitlérisme est balayé. Les oubliés du massacre, à jamais marqués par la catastrophe, préparent le nouvel avenir du judaïsme. Au jeune État d'Israël, en plein effort de construction, l'Alliance va apporter une puissante aide pédagogique et mettra l'accent sur l'enseignement secondaire. En 1958, le lycée Edmond Maurice Edmond de Rothschild ouvre ses portes à Tel Aviv. En 1974, c'est le lycée René Cassin à Jérusalem. Dans cette même ville, elle crée également l'Institut Kérem, véritable école normale chargée de la préparation des maîtres de l'enseignement secondaire. On a dit parfois que l'œuvre de l'Alliance repose sur deux piliers, l'enseignement et la défense des droits de l'homme. Toute son histoire en apporte la preuve vivante. C'est ainsi qu'en 1948, les Nations Unies proclament la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qui en est l'un des principaux inspirateurs? René Cassin, président de l'Alliance à l'époque. En 1968, le prix Nobel de la paix consacrera ses efforts et sa ferveur. L'Alliance israélite continue. À son réseau scolaire, qui comprend aujourd'hui 14 000 élèves répartis dans 8 pays, se sont affiliées des écoles fondées par des communautés israélites locales de Belgique, d'Espagne, du Canada, qui ont souhaité bénéficier de son expérience séculaire. Sous la direction de son président actuel, Jules Brunswick, l'Alliance est loin d'avoir dit son dernier mot. Il est toujours vivant, le message d'espoir et de liberté qu'elle lança il y a plus de 100 ans. En cette fin du XXe siècle, nous en retrouvons le reflet dans le sourire de ces enfants dont le regard se tourne vers l'avenir avec confiance.